ministre. Nous en venons à la discussion générale et la parole le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et au président Roger Gérard Schwarzenberg pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure Dominique Orliac, Madame la Présidente de la Commission, il importe de mieux garantir et de renforcer les droits des femmes dans le domaine du travail et de l'emploi. C'est pourquoi notre groupe a déposé cette proposition de loi. Ce texte s'inscrit dans un contexte marqué par deux événements récents, avant-hier la Journée internationale des droits des femmes et hier les manifestations liées au projet de réforme du droit du travail. La journée du 8 mars a souligné une nouvelle fois la nécessité d'agir pour les droits des femmes, notamment dans leur vie professionnelle, en appliquant activement et parfois en améliorant le Code du travail. L'objectif fondamental, c'est évidemment d'empêcher toute mesure discriminatoire, c'est d'assurer l'égalité de traitement entre les deux sexes. Dans ce but, l'article 1132.1 du Code du travail est relatif au principe de non-discrimination et l'article 1142.1 décline concrètement ce principe. Le deuxièmement de cet article interdit le refus d'embaucher une personne ou la résiliation du contrat de travail d'un salarié en considération, dit le texte, en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse. Par ailleurs, le Code du travail comporte, comme le rappelait la rapporteure, au titre 2 de sa première partie, un chapitre 5, maternité, paternité, adoption, éducation des enfants, dont la section première s'intitule « Protection de la grossesse et de la maternité » et concerne notamment le congé de maternité. L'idée de ce congé apparaît dans la loi de 1892 sur la protection des enfants et des femmes dans les établissements industriels, puis la loi Engerand, citée tout à l'heure, de novembre 1919, dispose la suspension du travail de la femme pendant 8 semaines consécutives dans la période qui précède et suit l'accouchement ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service, et ce, à peine de dommages et intérêts. Initialement, en 1909, le congé de maternité n'est pas rémunéré, puis une loi de 1913 l'assortit d'une indemnité compensatoire d'un montant modeste, très modeste. Enfin, en 1928, la loi sur les assurances sociales accorde aux femmes salariées un congé de 8 semaines, indemnisé à hauteur d'un demi-salaire dans le secteur privé et à taux plein dans le secteur public, dans la fonction publique en tout cas. Seconde période de réforme en 1945, le congé de maternité qui était de 8 semaines est porté à 12 semaines, mais reste indemnisé à 50%. Enfin, en 1971, ce qui est relativement récent, ce congé est indemnisé à 84% ou à 100% du salaire. Aujourd'hui, la durée du congé de maternité est, on le sait, de 16 semaines. L'article 1225.4 du Code du travail organise la protection de ce congé dans les termes suivants. Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel elle a droit au titre du congé de maternité, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l'expiration de ces périodes. Il y a là une protection très utile, accordée par le Code du travail aux femmes salariées pendant leur grossesse, leur congé de maternité et pendant les 4 semaines qui suivent la fin de ce congé. Cette protection est nécessaire pour qu'à l'issue de son congé de maternité, la salariée ne subisse pas de discrimination ou de rupture de sa situation professionnelle à l'initiative de l'employeur. Il faut donc accompagner son retour à l'emploi. Toutefois, comme le soulignait la rapporteure, cette durée de 4 semaines paraît trop brève, vu la situation de vulnérabilité de la salariée à un moment où elle doit faire face simultanément à la reprise de son travail et à l'arrivée d'un enfant au foyer. Cette situation nouvelle, souvent difficile, peut la fragiliser vis-à-vis de son employeur et l'exposer à un risque de précarité. D'où cette proposition de loi qui porte à 10 semaines, au lieu de 4 semaines aujourd'hui, la durée de cette période de protection qui suit le retour au travail. Ainsi, le maintien dans l'emploi après une maternité sera mieux assuré et cela facilitera également, bien sûr, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette protection accrue des droits de la salariée, cette interdiction de licenciement, pour appeler les choses par leur nom, interdiction de licenciement, contrastera très heureusement
avec les dispositions et le discours de plus en plus répandus dans les organismes patronaux, mais aussi ailleurs, discours paradoxal selon lequel, pour réduire le chômage, pour développer l'emploi, il faudrait faciliter le licenciement. Ce discours prétendument moderniste apparaît en fait particulièrement daté, voire archaïque. Déjà en 1986, il y a 30 ans, le président du CNPF, du Conseil national du patronat français, M. Yvon Gattaz, réclamait l'abrogation de l'autorisation préalable de licenciement, procédure, il est vrai, assez rigide, en assurant que cette abrogation encouragerait les entreprises à recruter davantage, et il fixait le niveau de manière très précise à 400 000 emplois qui seraient prétendument créés par cette abrogation de licenciement. Le président de la République de l'époque, socialiste déjà, vraiment socialiste, François Mitterrand, refuse de signer l'ordonnance procédant à cette abrogation. Si la secrétaire d'État pouvait m'écouter, cela me serait agréable, d'autant que nous n'avons pas le même sentiment sur le projet de loi dont elle a parlé. Donc c'est l'occasion d'avoir ce dialogue. Donc François Mitterrand refuse de signer cette ordonnance abrogeant l'autorisation de licenciement. Elle est finalement votée sous forme de loi à l'initiative du gouvernement de cohabitation de l'époque, dirigé par Jacques Chirac. On connaît les résultats, pas d'emplois supplémentaires, mais un risque de précarité sensiblement accru. 30 ans après, 11 000 jours après, l'organisation patronale, qui ne renouvelle guère sa pensée, et elle n'est peut-être pas la seule, réclame l'assouplissement des conditions de licenciement avec une certaine énergie qui rencontre un certain écho, qu'il s'agisse du licenciement économique ou du plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif. 3 décennies plus tard, donc, M. Pierre Gattaz, fils du précédent, comme on dit au dictionnaire, assure que le fait de pouvoir licencier plus facilement engagera plutôt les entreprises à embaucher davantage. Une fois encore, la réalité risque d'être bien différente. Contrairement à cette analyse, proche du sophisme, cette proposition de loi, présentée par notre groupe, renforce la protection des femmes salariées contre le risque de licenciement. Je remercie vivement Myriam El Khomri qui a accepté de soutenir cette proposition de loi. La ministre s'inscrit ainsi dans la tradition qui a fondé la création de ce ministère du Travail, quand Georges Clemenceau, radical, crée le ministère du Travail, quand il le confie à René Viviani, socialiste, c'est évidemment pour protéger les salariés et non pour un objectif contraire. En définitive, on le sait bien, le Code du travail constitue le socle des droits des salariés, son application ou son amélioration joue un rôle essentiel pour leur protection. La raison d'être de la législation du travail, c'est d'assurer le respect des droits fondamentaux du salarié, c'est-à-dire le respect de la dignité de la personne humaine au travail. Cette dimension éthique inspire en particulier le principe de non-discrimination entre les sexes, au moment où des dispositions importantes du Code du travail pourraient être remises en cause. Il est important de le conforter, au moins sur ce point, la protection des femmes salariées contre le risque de licenciement. L'enjeu, c'est de contribuer à garantir les droits des femmes dans leur vie professionnelle, pour que l'égalité des carrières progresse véritablement, pour que l'égalité homme-femme ne soit plus seulement un objectif mais une réalité. Le préambule de la Constitution de 1946 disposait, je le cite, « La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. 70 ans après, il est temps, grand temps, de mettre ce principe pleinement en pratique. » Merci, Monsieur le Président Schwarzenberg.